Bienvenue dans le podcast Dessine-moi un divan. Je suis Candice Medina-Maro, créatrice de ce podcast dans lequel je vous propose de vous joindre à des aventures et explorations en terre analytique. Chaque mois, je vais aborder une thématique qui va s'élaborer au fil d'épisodes hebdomadaires. Comme première thématique de cette première saison, nous commençons par le commencement, à savoir ce qu'est la psychanalyse et ce qu'elle n'est pas. Nous avons débuté cette exploration en son point d'origine, l'invention de la psychanalyse, et aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, nous allons voir pourquoi elle n'est pas une thérapie. Vous êtes prêts ? L'aventure nous attend. C'est parti ! La psychanalyse n'est pas une thérapie. Ah bon, ça commence bien, vous direz-vous peut-être. Voilà que des personnes frappent à la porte d'une analyste et elle leur dit qu'elle ne va pas les aider à aller mieux. Disons que c'est un peu moins binaire que cela. L'objectif n'est pas d'aller mieux, même si le travail qui se déroule en analyse apporte généralement un mieux-être, ou en tout cas un mieux-être soi, ce qui est indéniablement plutôt agréable, voire génial. La psychanalyse n'est pas une thérapie, contrairement à la plupart, si ce n'est toutes les autres approches psy. Plusieurs éléments entrent en jeu dans les distinctions possibles du cadre aux modalités en passant par la formation des psys. L'élément qui me semble être assez révélateur de ce qui distingue la psychanalyse des autres approches est la manière dont chaque discipline aborde les symptômes, ou formulé autrement, dis-moi comment tu définis une manifestation psychique, somatique, et je te dirai quelle approche psy tu es. En effet, la psychanalyse, à l'inverse des autres approches psy, se propose d'écouter les manifestations psychiques pour les faire parler. Elle ne cherche pas à les éliminer, à s'en défaire, à les faire taire, encore moins à les soigner. Elle les écoute, puisque, in fine, le postulat analytique est que c'est là, dans ces manifestations-là, que s'origine, s'érige et se dit le sujet. En d'autres termes, une personne parle d'elle-même à travers les manifestations qu'elle crée. Elle dit son rapport au monde, à son histoire, à ses souffrances, à ses jouissances. Je vous vois venir. J'ai dit le mot jouissance et certaines et certains ont déjà pris peur. La peur qu'inspire la psychanalyse sera d'ailleurs au programme d'une thématique que je développerai très bientôt. Donc, restez là, ne vous effrayez pas trop vite du terme jouissance, ça va bien se passer. Je reprends le fil de ce que je disais. Pour la psychiatrie, la psychologie et probablement pour la plupart des psychothérapies, que je ne connais pas de manière exhaustive, le symptôme est pathologique, il doit disparaître. Que l'approche d'élimination repose sur des molécules, des techniques comportementales, de visualisation, de suggestion ou autre, l'objectif est généralement le même, faire taire le symptôme. Et on peut comprendre l'utilité de la chose. Un bruit nous dérange, on a envie de le faire cesser. Des personnes en souffrance viennent réclamer de l'aide, il semble légitime de se dire qu'on va les aider. Or justement, ce positionnement par rapport aux personnes qui viennent en consultation et par rapport à ce qu'elles vivent est absolument fondamental et fondateur du type d'approche qui va être proposée. Je suis toujours surprise et attristée du fait que beaucoup, pour ne pas dire la plupart, des personnes qui prennent des antidépresseurs et ou des anxiolytiques ne font pas un travail de parole. J'ai l'habitude de dire que si des médicaments étaient la solution miraculeuse pour vivre une vie heureuse, on vivrait tous sur un petit nuage à voir la vie en rose, et que d'ailleurs, mon métier n'existerait pas. Les médicaments sont beaucoup trop souvent prescrits sans savoir ce qui se trame vraiment sous la partie émergée de l'iceberg. Il y a ce qu'une personne en souffrance montre et tout ce qui ne se voit pas. Or, si on s'intéresse uniquement à ce qu'elle montre, on passe à côté de l'essentiel et de ce qui la fait véritablement souffrir. Il faut du temps. Beaucoup de temps pour s'autoriser véritablement, sincèrement et en toute sécurité à se dire à soi-même et aux autres ce qui nous tourmente. Or, les symptômes sont douloureux et les patientes et les patients demandent à en être soulagés rapidement, on ne peut que les comprendre. Et pourtant, dans bien des cas, la chimie se trouve magnifiquement impuissante à résoudre les problèmes. Je dis magnifiquement car on peut y voir une résistance du sujet, de la personne, qui, même malgré elle, ou du moins tout en ambivalence, essaie de se dire et continue de se dire dans la résistance que son corps oppose au traitement. C'est un peu comme si le corps criait « Non, 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 vous faites erreur, ça n'est pas là que ça se passe ». Cette résistance des patients et des patientes, qui s'érige peut-être en sujet dans cette même résistance, est bien trop peu entendue comme telle. L'échec ou l'erreur de la médecine est rarement envisagée. Et d'ailleurs, s'agit-il d'un échec ou d'une impuissance ? Et si c'est une impuissance, est-elle si grave ? Peut-être que cette impuissance dit que c'est ailleurs que les choses se situent, et que c'est autrement qu'il faut s'y prendre. Augmenter les doses, changer de traitement, arguer du fait que ça pourrait être pire si le traitement était arrêté, voilà ce que semble parfois opposer la psychiatrie à la résistance du sujet, et même le patient ou la patiente à sa propre résistance. Une aide médicamenteuse peut être bénéfique à certains moments pour certaines personnes, mais quand elle ne fonctionne pas,
Ou bien quand elle fait entrer dans une dépendance psychique une personne qui se dit que sans traitement, elle n'y arrivera pas, que de toute façon, elle est folle ou malade. Là, ça peut faire beaucoup de dégâts. La psychiatrie, tout comme la psychanalyse, tout comme n'importe quel champ des sciences médicales ou humaines, et comme tout en général d'ailleurs, n'est pas une science exacte. Comme toutes les autres disciplines, elle ne cesse d'évoluer, de se tromper, d'essayer, dans un cycle de maturation perpétuel. Bref, qu'il s'agisse de psychiatrie, de psychologie, de psychothérapie diverses et variées ou de psychanalyse, rien n'est figé, rien n'est absolu. On ne cesse de découvrir, d'essayer, de se tromper, et donc d'apprendre et de recommencer. On confère bien souvent à la médecine en général et à celles et ceux qui sont censés être des expertes et des experts de leur domaine un caractère sacré, fétiche et donc ininterrogeable. Les spécialistes savent ce qu'ils disent, ils ont raison, on doit les écouter. Combien de personnes s'en remettent ainsi à la parole des spécialistes de tous bords, comme si c'était parole d'évangile, parole qu'on devrait toujours interroger aussi d'ailleurs, à moins de faire partie des personnes qui veulent qu'on leur dise quoi faire et quoi penser, et elles sont nombreuses. Mais chacun fait ce qu'il veut de son histoire, ce qu'il peut aussi parfois, et je ne serai jamais quelqu'un d'autre que moi, donc je ne sais pas à la place des autres. Ceci dit, on est tellement habitué à ne pas remettre en cause ce que disent celles et ceux qui sont censés avoir autorité, dans tous les domaines. Je dis bien censés, car c'est un pouvoir qu'on leur prête et qu'ils prennent, mais cela n'a rien d'absolu. On se fait tout petit et toute petite comme des enfants qui plient devant un adulte. On s'en remet à lui, car c'est bien connu, les grands savent mieux que les petits. Beaucoup de personnes acceptent donc, et même avec soulagement, de prendre des traitements médicamenteux, sans même souvent savoir ce qu'ils prennent véritablement. À quoi ça sert, comment ça agit, pourquoi ça n'est pas autre chose, car le médecin généraliste ou psychiatre l'a dit. Combien de personnes se retrouvent en posture de celle qui ne sait pas pour elle-même et s'en remet à plus compétent, encore une fois, quels que soient les domaines. Pour parler en termes lacaniens, le discours de beaucoup de thérapies se fonde sur le discours du maître. Bon, pour faire simple, le maître, c'est celui qui sait. Les spécialistes savent pour leurs patientes et leurs patients ce qu'il leur faut et considèrent qu'ils ont à les soigner de leurs symptômes. Le boulot des psychiatres, par exemple, est de chercher des pathologies, d'établir des diagnostics et de proposer des traitements pour soigner les gens. On ne peut pas leur en vouloir de faire leur métier. Mais la question est de savoir si c'est une approche pertinente pour tout et pour toutes et pour tous. La réponse est non, pas plus que la psychanalyse ne correspond à toutes et à tous pour tout non plus d'ailleurs. Et surtout, il me semble très embêtant que l'approche médicamenteuse ne vienne pas compléter ou se compléter d'un travail de parole, vous l'aurez compris. Cette place que l'on prend quand on laisse les autres savoir mieux pour nous que nous, quand on y réfléchit 2 secondes, ça fiche la trouille quand même. Car on retrouve cela dans énormément de domaines de la vie. Ça s'explique de plein de manières, tout autant sociologiques qu'individuelles. Il suffit de regarder la manière dont on considère les enfants, les relations adultes-enfants, et voir comment on se retrouve dans quelque chose de similaire dans les relations patient-soignant. Or justement, la psychanalyse n'est pas du soin, ce n'est pas une thérapie. Je ne suis pas soignante, je ne reçois pas des patients. Je travaille avec des analysantes et des analysants, donc des personnes qui analysent. Je ne considère pas que je reçois des personnes malades, des gens à soigner, à qui dire quoi faire, quoi être et quoi penser. Ça, franchement, ça ne m'intéresse pas. Je préfère poser des questions que donner des réponses, car les réponses, pour une personne, ce n'est pas moi qui les construis, c'est elle. Ça lui appartient à elle. Je reçois des personnes qui souffrent, parfois de manière aiguë, et qui ont besoin d'être entendues, écoutées, considérées, et je leur propose un travail dans lequel elles peuvent se dire, se déployer, s'approprier leur histoire et forger leur récit. Bien sûr, les médicaments sont séduisants. Il suffirait de prendre quelques molécules et ça irait mieux. C'est bien souvent un leurre. Certes, ils peuvent être une aide précieuse momentanée, mais jamais ils ne résoudront les problèmes de qui que ce soit. La pluralité des approches correspond à des désirs différents. Être impatient, ça peut être un désir, par exemple. Certaines personnes ne restent pas travailler avec moi car elles veulent qu'on leur trouve des solutions, elles ne veulent pas se poser de questions, elles ne veulent pas savoir de quoi est faite leur histoire, elles ne veulent pas s'approcher de tout ce qui les compose et les effraie. Et c'est ok, c'est leur vie, leur choix. Il existe d'autres approches qui correspondront mieux à leurs attentes que la psychanalyse. La psychanalyse n'est pas une thérapie. Un ou une analyse ne reçoit pas des patientes comme tous les autres psys, mais des analysantes et des analysants, comme je le disais, c'est-à-dire des personnes qui analysent. Tiens, mais d'ailleurs, à qui s'adresse la psychanalyse, cette approche qui ne se veut pas soignante? C'est ce que nous aborderons dans le 3e épisode. Je vous propose qu'on ponctue là-dessus, et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de belles explorations.